je voyais ma femme embrasser un autre homme à la fête. Je suis parti sans un mot et n'ai jamais regardé en arrière. Elle a passé des mois à construire une vie secrète derrière mon dos. Ce qu'elle a oublié, c'est que je suis informaticien. Trouver des choses que les gens essaient de cacher est littéralement mon travail. Mon nom est Evan Holland. J'ai 41 ans et depuis 14 ans, je travaille comme analyste principal des systèmes informatiques chez Meridian Corporation, une entreprise technologique de taille moyenne à Austin, Texas. Un salaire décent, de bons avantages sociaux, zéro excitation. J'étais le gars qui maintenait les serveurs en marche pendant que tout le monde recevait les éloges. Ça me convenait, ou du moins je me le disais. J'avais une idée depuis des années. Un studio de développement web indépendant, petit, épuré, axé sur les entreprises locales qui ne pouvaient pas se permettre les grandes agences. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste un travail solide à des prix honnêtes. J'avais même esquissé un plan d'affaires 2 fois. Mais chaque fois que j'en parlais à Agnès, elle avait un moyen de le dégonfler sans élever la voix. « Evan, tu es un salarié », m'a-t-elle dit un jour, sans même lever les yeux de son ordinateur portable. C'est juste qui tu es. Certains hommes sont faits pour diriger. Tu es fait pour entretenir. Je me souviens d'avoir fixé l'arrière de sa tête après qu'elle ait dit ça, sentant quelque chose se serrer dans ma poitrine. Je n'ai pas discuté. J'ai fermé mon carnet et j'ai rangé l'idée à nouveau. Agnès était responsable marketing dans une agence du centre-ville appelée Crestline Media. Intelligente, bien habillée, toujours la personne la plus soignée dans n'importe quelle pièce. Quand nous nous sommes rencontrés il y a 15 ans lors d'un barbecue d'amis communs, je pensais qu'elle était la femme la plus confiante que j'ai jamais vue. Je suis tombé follement amoureux. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, avons acheté une maison dans le quartier de Brentwood, et quand notre fille Lily est arrivée il y a 6 ans, j'ai pensé que c'était tout. C'était la vie. Pendant un certain temps, c'était bien. Nous avions des routines, des blagues intérieures, des crêpes le dimanche matin avec Lily chantant des chansons inventées dans la cuisine. Mais quelque part autour de nos 10 ans de mariage, la chaleur a commencé à se retirer comme une marée descendante. Agnès a eu une promotion, a commencé à voyager plus pour le travail, rentrer plus tard. Je me suis dit que ce n'était qu'une période. Chaque mariage en a. J'ai gardé la tête basse. J'ai fait mes heures, suis rentré à la maison, aidé avec le bain et le coucher de Lily, et suis resté éveillé tard à faire le genre de réflexion silencieuse qu'un homme fait quand il n'est pas sûr de ce qu'il ressent. Curtis, mon jeune frère, 37 ans et aussi direct qu'un rail de chemin de fer, me disait depuis des mois que quelque chose n'allait pas. Elle te parle comme si tu étais un entrepreneur qu'elle avait embauché, m'a-t-il dit un soir autour de bière chez lui. Pas comme un mari. Elle est sous beaucoup de pression au travail, ai-je répondu, tournant la bouteille dans mes mains. Curtis m'a juste regardé. Il n'a pas insisté, mais il n'avait pas besoin de le faire. Les mots flottaient dans l'air entre nous comme de la fumée. Le changement que j'ai remarqué en premier était le téléphone. Agnès y avait toujours été attachée, mais c'était différent. Elle inclinait l'écran, quittait la pièce pour prendre des appels, revenait avec son expression lissée un peu trop soigneusement. Je n'ai pas fouiné. Je ne suis pas fait comme ça, mais je suis informaticien. J'ai remarqué des schémas. Puis il y a eu les nuits tardives. 3, parfois 4 fois par semaine, Agnès m'envoyait un SMS vers 19h, je travaille tard à nouveau. Ne m'attends pas, et rentrais après 22h, sentant la nourriture de restaurant et quelque chose de cher que je ne reconnaissais pas. Elle donnait un rapide baiser sur le front à Lily si elle était encore éveillée, se versait un verre de vin et disparaissait dans la chambre. J'ai commencé à dormir plus légèrement. 2 semaines avant la fête, je suis rentré du travail plus tôt avec une migraine. La voiture d'Agnès était dans l'allée, ce qui était inhabituel pour un mardi après-midi. J'ai déverrouillé la porte doucement, n'essayant pas de la surprendre, juste fatigué et bougeant lentement. Elle était dans la cuisine. Téléphone à l'oreille, riant, un rire bas et facile que je ne l'avais pas entendu utiliser avec moi depuis longtemps. Elle m'a vu et le rire s'est arrêté net. Je te rappelle, a-t-elle dit au téléphone, puis l'a posé face contre terre sur le comptoir et m'a souri comme si rien ne s'était passé. Tu es rentré tôt. Migraine, ai-je dit. Va t'allonger. Je t'apporterai de l'eau. Elle était agréable, attentive même, et cela plus que tout le reste m'a mis mal à l'aise parce qu'Agnès n'était pas attentive sans raison. J'étais allongé dans la chambre sombre avec un linge froid sur le front, fixant le plafond, parcourant le calendrier dans ma tête.
14 ans, un prêt immobilier. Le sourire de Lily, ses dents de devant et son habitude de dormir avec un bras pendant hors du lit. Je n'allais pas faire exploser ma vie pour un sentiment, mais je n'allais pas l'ignorer non plus. L'invitation venait d'un certain Derek Paulson, un collègue d'Agnès chez Crestlin Media. Une pendaison de crémaillère chez lui dans le quartier de Terrytown. Le genre d'événement qu'Agnès appelait, important pour le réseautage, et que j'appelais, 2 heures à rester debout à tenir une boisson que je ne voulais pas. Elle m'avait poussé à venir pendant 2 semaines d'affilée, ce qui était inhabituel en soi. Agnès ne me poussait rarement vers quoi que ce soit. Cela aurait dû me dire quelque chose. Nous sommes partis un samedi soir de fin octobre. L'air avait cette première touche d'automne. Les feuilles virevoltaient sur la route sous les phares. Lily était chez Curtis pour la nuit. Mon frère l'avait emmenée pour le week-end. Quelque chose à propos d'une promesse impliquant une pizza et un film qu'elle avait supplié de voir. J'en serai reconnaissant plus tard. Très reconnaissant. La maison était bruyante quand nous sommes arrivés. Bondée de gens que je ne connaissais pas pour la plupart. Musique trop entraînante pour la pièce. Le vin coulait à flot. Des groupes de professionnels polis riaient de choses qui n'étaient probablement pas si drôles. Agnès est entrée et s'est immédiatement transformée, les épaules en arrière, le sourire large, les yeux scannant la pièce comme si elle cherchait quelque chose de spécifique, ou quelqu'un. J'ai pris une bière dans la cuisine et me suis installé près du mur du fond, observant. C'est ce que je fais au fait. J'observe. Agnès avait toujours appelé ça asocial. Moi, j'appelais ça efficace. Pendant les 40 premières minutes, elle a circulé dans la pièce et je l'ai suivie comme on suit un signal dont on n'est pas sûr de la stabilité. Elle riait trop facilement. Touchait les bras des gens en parlant. Rien d'alarmant en soi. Mais il y avait en elle une énergie que je n'avais pas vue depuis longtemps. Vive, illuminée, présente d'une manière qu'elle n'avait pas été avec moi depuis des mois. Puis elle a disparu. J'ai attendu 10 minutes avant de bouger. J'ai vérifié la salle à manger, le couloir, le porche où quelques personnes fumaient. Pas d'Agnès. J'étais sur le point de sortir mon téléphone quand j'ai remarqué que la porte arrière était légèrement entr'ouverte. Une fine ligne d'air froid traversait le sol de la cuisine. Je suis sorti. Le jardin était faiblement éclairé. Des guirlandes lumineuses enroulées entre 2 chênes, projetant juste assez de lumière pour voir. Un couple se tenait près de la clôture à gauche, parlant tranquillement. Et à droite, à moitié caché derrière une pergola en bois drapé de vignes mortes, je les ai vus. Agnès me tournait partiellement le dos. Elle se tenait près, trop près d'un homme que je ne reconnaissais pas. Grand, bien habillé, veste sombre. Sa main était posée sur sa taille et elle ne se retirait pas. Elle se penchait. En fait, la façon dont on se penche vers la chaleur. Elle a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre et il a souri, puis a penché la tête vers la sienne et l'a embrassée. Pas un baiser rapide, pas un accident confus, un baiser qui avait une histoire derrière lui. Je suis resté là pendant 3 longues secondes. Mon cerveau continuait à charger l'image comme s'il ne pouvait pas traiter le fichier. Ma femme, les mains d'un autre homme, ce jardin, ces lumières. J'ai posé ma bouteille de bière sur la rambarde du patio sans un bruit. Je me suis retourné, et traversé la maison, suis passé devant la musique forte et les rires d'étrangers et le plateau de fromage à moitié mangé sur la table à manger, et je suis sorti par la porte d'entrée. Je n'ai dit un mot à personne. Je suis rentré seul dans l'obscurité, les 2 mains sur le volant, la radio éteinte. Les rues étaient silencieuses. Je m'attendais à ressentir quelque chose exploser en moi. De la rage, des larmes, quelque chose de dramatique. Au lieu de cela, il y avait juste ce calme froid et étendu, comme de la glace se formant sur de l'eau immobile. Je me suis garé dans l'allée, suis resté un instant dans la voiture, fixant la porte du garage, puis suis entré. J'ai versé un verre d'eau, je l'ai bu, debout à l'évier, j'ai regardé par la fenêtre de la cuisine la lumière du porche du voisin. Mon téléphone a vibré vers 23h30. Agnès, où es-tu allée? Je te cherchais. J'ai posé le téléphone face contre terre sur le comptoir et je suis allé me coucher. Elle est rentrée après minuit. J'ai entendu la porte, entendu ses talons sur le parquet, entendu sa patte devant la chambre. J'ai gardé ma respiration régulière. Elle a entrouvert la porte, est restée là un instant, puis l'a refermée doucement. J'étais allongé dans l'obscurité, grand ouvert, fixant le plafond. Je savais déjà ce que j'avais vu.
Je n'avais pas besoin de courir après, de crier à ce sujet, ou d'exiger des explications à minuit. J'en avais déjà fini de courir après des choses qui me fuyaient. Le nom m'est venu vers 2 heures du matin. Je l'avais vu une fois, un aperçu de SMS qui avait flashé sur l'écran du téléphone d'Agnès environ 3 semaines plus tôt alors qu'il chargeait sur le comptoir de la cuisine. Je n'y avais pas beaucoup réfléchi à l'époque, juste un nom, Marshall. Maintenant, cela signifiait quelque chose. Je me suis levé doucement, suis allé au salon et me suis assis dans l'obscurité pendant longtemps, sans paniquer, juste en pensant clairement. La façon dont un homme pense quand le brouillard se lève enfin et qu'il peut voir exactement où il se trouve. Je n'allais pas exploser cette nuit-là. J'allais être intelligent à ce sujet. Et le matin, d'une manière ou d'une autre, j'allais obtenir la vérité. J'étais déjà debout quand elle a frappé. J'avais dormi peut-être 3 heures. Et encore, c'était généreux. À 6h30, j'étais dans la cuisine avec une tasse de café, regardant la lumière du matin passer par la fenêtre au-dessus de l'évier, organisant mes pensées comme j'organisais les pannes de système au travail. Méthodiquement, sans panique, identifier le problème, cartographier les dégâts, décider d'une réponse. Le coup est venu à 8h12. 3 coups doux, comme si elle n'était pas sûre d'avoir le droit de frapper à sa propre porte. J'ai marché jusqu'à l'avant de la maison et l'ai ouverte sans hésitation. Agnès se tenait sur le porche dans les vêtements de la veille. Son mascara était maculé sous ses yeux, ses cheveux attachés de manière inégale. Elle avait pleuré. C'était évident. Son menton a tremblé dès qu'elle a vu mon visage. Evan. Sa voix s'est brisée sur une seule syllabe. S'il te plaît, puis-je entrer ? J'ai fait un pas de côté sans un mot. Elle est entrée lentement, se serrant dans ses bras, et s'est arrêtée au milieu du salon. J'ai fermé la porte et suis resté près d'elle, les bras croisés, la regardant. Je n'allais pas faciliter les choses en m'asseyant et en ayant l'air à l'aise. Je sais ce que tu as vu, a commencé Agnès, sa voix hésitante. Et je sais qu'il n'y a rien que je puisse dire en ce moment. C'est son nom, ai-je dit d'un ton monocorde. Elle a cligné des yeux. Quoi ? L'homme que tu embrassais. Son nom. Une longue pause. Sa mâchoire s'est contractée puis relâchée. Marshall. Marshall Harwick. Il travaille dans la stratégie de marque. C'est un de nos clients. J'ai hoché la tête lentement, enregistrant l'information. Combien de temps ? Evan, combien de temps, Agnès ? Elle a serré les lèvres. Depuis des mois. Des mois. Lily venait d'avoir 6 ans, il y a 4 mois. Nous avions fait une fête d'anniversaire dans un jardin avec un gâteau rose et une pinata. Agnès s'était tenue à côté de moi, le bras autour de ma taille pour les photos. Pendant des mois. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin, dit-elle, les larmes coulant maintenant. Je veux que tu saches que ça a commencé comme ce n'était pas censé être sérieux. J'ai laissé un battement de silence avant de parler. Tu sais ce que je trouve intéressant, Agnès ? Tu es là, à expliquer ce que ça a été censé être, pas ce que c'était, pas ce que tu as choisi, juste tes intentions initiales, comme si ça changeait quoi que ce soit. Elle a tressailli. Je n'essaie pas de trouver des excuses. Alors ne le fais pas. J'ai décroisé mes bras et je me suis dirigé vers l'embrasure de la cuisine. Tu vas faire ta valise. Tu peux rester chez ta sœur où que tu aies besoin d'aller, mais tu ne restes pas ici pendant que je réfléchis à la suite. Tu ne peux pas juste, elle s'est arrêtée. C'est recalibré. Sa voix a baissé. Et Lily ? Lily est chez Curtis jusqu'à demain. Je la récupérerai. Tu peux l'appeler ce soir. J'ai croisé son regard. Mais je ne vais pas rester là à avoir une conversation sur les sentiments alors que je suis encore en train de digérer le fait que tu m'as menti au visage pendant 4 mois. Quelque chose a changé dans son expression. Puis, pendant juste une seconde, le plus bref et clair, le chagrin a été remplacé par quelque chose de plus vif. Tu sais, si tu avais été plus présent, ne fais pas ça. Ma voix est sortie basse et égale, mais avec suffisamment de poids pour qu'elle s'arrête. N'essaie pas de faire de moi la raison pour laquelle tu as embrassé quelqu'un d'autre à une fête. J'ai travaillé de longues heures pour maintenir cette famille stable. Si tu avais un problème avec ça, tu avais une bouche pour le dire. Ce que tu n'avais pas, c'était la permission d'aller trouver quelqu'un d'autre pendant que je ne regardais pas. Le silence qui a suivi était lourd.
Agnès est restée là, les larmes coulant sur son visage et plus rien à dire. Finalement, elle s'est tournée vers le couloir et est allée faire sa valise. Elle est partie en moins d'1 heure. Je me suis tenu à la fenêtre avant et l'ai regardé partir avec sa voiture. Puis je suis retourné à mon café. Il était froid. Je l'ai versé dans l'évier et j'ai préparé une nouvelle tasse. Puis je me suis assis et j'ai commencé à penser à Marshall Hardwick. Je ne suis pas fier des 48 heures suivantes, mais je n'en ai pas honte non plus. Je n'ai rien cassé, n'ai pas appelé Agnès 20 fois, n'ai pas passé en voiture devant des adresses la nuit comme un homme perdant la tête. Ce que j'ai fait, c'est travailler sur le problème. J'ai commencé par un ordinateur portable familial. Agnès et moi partagions un compte iCloud pour les photos. Les photos de Lily, principalement des clichés d'anniversaire et des événements scolaires. Le genre de choses que l'on pense un jour ranger dans des albums et que l'on ne fait jamais. Je l'ai ouvert lundi matin après avoir déposé Lily à l'école. Assis à la table de la cuisine avec une deuxième tasse de café et le silence de la maison autour de moi. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Ce que j'ai trouvé était différent. Le flux de photos remontait à 14 mois. Au cours des premiers mois, rien d'inhabituel. Le récital de gymnastique de Lily. Un voyage qu'Agnès a fait à une conférence à Dallas. Des photos de nourriture aléatoires. Mais ensuite, vers le 10e mois, un schéma a commencé à émerger. Agnès avec l'appareil photo de son téléphone incliné bas comme si elle essayait de capturer quelque chose sans être trop évidente. Des arrière-plans flous, l'éclairage de restaurant, et dans 2 d'entre elles, partiellement coupés mais indubitables. Un homme en veste sombre, la même carrure, le même profil. Marshall Hardwick, il y a 10 mois, pas 4. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai laissé l'information s'ancrer. Elle avait menti sur la chronologie. Bien sûr, elle l'avait fait. 4 mois, c'était supportable, une erreur, un moment de faiblesse, quelque chose qui pouvait théoriquement être expliqué. 10 mois, c'était une décision. 10 mois, c'était une vie parallèle. J'ai copié les dates et noté les lieux en fonction des métadonnées des photos. Quelque chose qu'Agnès ne savait pas que je pouvais lire. Un restaurant dans le quartier du Domaine, un bar sur South Congress. Une photo prise près de Zilker Park un dimanche après-midi. Un dimanche dont je me souviens parce que j'étais seul à la maison avec Lily pendant qu'Agnès prenait un brunch de travail. J'étais toujours assis là quand mon téléphone a sonné. Boyd Stokes. Nous étions allés à Reagan High ensemble. Perdus de vue après l'université. Nous nous étions reconnectés il y a quelques années quand il s'est avéré qu'il tenait un petit café à 2 kilomètres de mon bureau. Bon gars, direct. Et, mec, a dit Boyd quand j'ai décroché, je dois te dire quelque chose. Je l'ai gardé pour moi et ça me ronge. Je me suis redressé sur ma chaise. Dis-le. Il a exhalé. Ta femme vient assez régulièrement au café depuis quelques mois. Toujours avec le même gars, grand, veste sombre. On aurait dit qu'il avait de l'argent. Je n'y ai rien pensé au début. Je me suis dit que c'était le travail, mais les dernières fois. Ce n'était pas la façon dont les gens du travail s'assoient ensemble. Evan, une pause. J'aurais dû appeler plus tôt. Je suis désolé. Combien de fois, ai-je demandé doucement? Au moins 6 fois que j'ai vu personnellement. Ça pourrait être plus les jours où je n'étais pas là. 6 fois au café de Boyd, à 2 kilomètres de mon bureau, pendant que j'étais à mon bureau à faire des diagnostics de serveurs et à penser que ma femme était à des réunions de clients. Boyd, j'ai gardé ma voix stable. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Si tu as des images de sécurité des derniers mois, peux-tu vérifier? Je les ai déjà récupérées, a-t-il répondu. Je sentais que tu pourrais demander. J'ai des images claires de 4 visites. Je t'enverrai ce que je peux légalement partager. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis je me suis assis dans le silence de ma cuisine et j'ai pensé aux 10 mois de ma vie qui avaient été discrètement démantelés derrière mon dos pendant que je maintenais les serveurs et que je ramenais Lily de l'école et que je me disais que tout n'était qu'une période. Mon téléphone a vibré. Agnès, je pense que nous devrions parler. Pas une dispute, juste une discussion. J'ai posé le téléphone face contre terre et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais une recommandation d'avocat d'un collègue dont le divorce s'était déroulé proprement et rapidement il y a 2 ans. Je n'aurais jamais cru en avoir besoin. J'ai trouvé une carte de visite dans mon tiroir de bureau.
Je l'ai retourné une fois entre mes doigts et j'ai composé le numéro. Il a sonné 2 fois avant qu'une voix calme et professionnelle ne réponde. Hendrik S. Family Law. Comment puis-je vous aider? Mon nom est Evan Holland, ai-je dit. J'ai besoin de fixer un rendez-vous pour une consultation. Curtis a ramené Lily à la maison dimanche soir vers 17h. Elle est entrée par la porte d'entrée comme un petit ouragan, son sac à dos rebondissant, sa queue de cheval à moitié défaite, tenant à 2 mains un dessin au crayon qu'elle avait fait chez oncle Curtis. Papa, regarde. C'est notre famille à la plage, même si nous n'avons jamais été à la plage, mais je veux y aller, alors je l'ai quand même dessiné. Je me suis accroupi et j'ai pris le dessin avec précaution, l'étudiant. 4 bonshommes allumettes, un clairement plus grand que les autres, un avec un tourbillon de cheveux jaunes, un gribouillis bleu d'océan sous le soleil avec un visage souriant. C'est la meilleure chose que j'ai jamais vue, lui ai-je dit et je le pensais. Elle a rayonné, a laissé tomber son sac à dos et a couru à la cuisine pour demander ce qu'il y avait pour le dîner. Curtis est resté dans l'embrasure de la porte, me regardant me redresser. Il a lu mon visage comme seul un jeune frère peut le faire. Comme quelqu'un lit une langue qu'il connaît depuis toute sa vie. À quel point, a-t-il demandé doucement. Dis-moi, ai-je répondu tout aussi doucement. Pas 4 comme elle a dit. Il a fermé les yeux brièvement. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai déjà appelé un avocat. Consultation mardi matin. J'ai plié le dessin de Lily et l'ai glissé dans la poche de ma chemise. J'ai besoin que tu gardes ça normal pour elle le plus longtemps possible. Elle aura assez de questions bientôt. Curtis a hoché la tête. Pas d'hésitation. Tout ce dont tu as besoin. Tu le sais. Après son départ, j'ai préparé le plat préféré de Lily, des pâtes au beurre et au parmesan, celles qu'elle appelait les jaunes, et nous nous sommes assis ensemble à la table de la cuisine pendant qu'elle parlait de tout et de rien. Oncle Curtis l'avait laissé veiller tard. Ils avaient regardé un film sur un chien. Le chien n'est pas mort, ce qu'elle considérait comme un triomphe personnel. J'ai écouté et souri et posé toutes les bonnes questions. Et puis, à mi-chemin du dîner, elle a levé les yeux de son bol avec cette franchise particulière que les enfants de 6 ans ont. Pas de filtre, pas de préambule, juste direct au fait. Papa, où est maman? J'ai posé ma fourchette lentement. Maman reste chez tante Donna pendant un petit moment. Juste quelques jours. Lily a réfléchi, faisant tourner des pâtes autour de sa fourchette. Comment ça se fait? Des affaires d'adultes, ai-je dit. Rien dont tu aies à t'inquiéter. Elle est restée silencieuse un instant. Puis, c'est à cause de l'homme. Tout en moi s'est immobilisé. J'ai gardé ma voix égale. Quel homme, ma puce? L'homme à qui maman parlait au parc. Elle l'a dit simplement, comme un fait, de la manière dont les enfants rapportent des choses qui leur semblent évidentes. Le grand avec un manteau sombre. Elle a dit que c'était un ami de travail. Nous avons mangé des glaces après, mais elle a dit de ne pas te le dire parce que c'était une surprise. Elle a légèrement froncé les sourcils. Mais ce n'était pas une surprise. Nous ne t'avons jamais rien dit. J'étais assis en face de ma fille et j'ai senti quelque chose se solidifier en moi. Pas de la colère exactement, mais une sorte de froide certitude. La dernière pièce d'un puzzle s'emboîtant avec un clic calme et définitif. Agnès avait amené Marshall Hardwick à moins de 6 mètres de son enfant, avait utilisé Lily comme couverture. Une sortie au parc, une promenade innocente pendant qu'elle jouait à la maison avec un autre homme. Et puis elle avait demandé à une enfant de 6 ans de garder des secrets de son père. Tu n'as rien fait de mal, ai-je dit avec précaution. Tu n'es pas en difficulté. Je suis content que tu me l'aies dit. Lily a semblé soulagée. D'accord, je peux avoir encore du jaune? Autant que tu veux, ai-je répondu et j'ai tendu la cuillère de service d'une main ferme. Après que Lily soit couchée, je suis resté assis à la table de la cuisine pendant longtemps. Je n'étais pas en pleine spirale. J'étais en train de cataloguer chaque mensonge, chaque mouvement calculé, chaque fois qu'Agnès m'avait regardé dans les yeux avec cette expression lisse et exercée tout en menant une vie parallèle en arrière-plan. Et maintenant ceci. Utiliser sa fille comme un accessoire, demander à Lily de garder un secret qu'elle ne comprenait pas. J'ai sorti mon téléphone et j'ai tapé un message à mon avocat. Nouvelle information pertinente pour l'affaire. Pouvons-nous ajouter du temps à la consultation de mardi? La réponse est venue en quelques minutes. Bien sûr,
Je bloquerai une heure supplémentaire. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé le dessin de Lily, toujours plié dans la poche de ma chemise, 4 silhouettes à la plage. Un soleil souriant. J'allais nous emmener à la vraie plage un jour. Juste nous deux si ça devait en arriver là, et ça commençait à y ressembler. J'ai retiré Lily de l'école jeudi et vendredi. Ce n'était pas une décision sur laquelle j'ai agonisé. J'ai appelé l'école mercredi après-midi, leur ai dit que c'était une affaire de famille, et j'ai réservé 2 nuits dans une petite auberge à l'extérieur de Fredericksburg, une ville tranquille du Hill Country à environ 1h30 à l'ouest d'Austin. J'y étais passé une fois il y a des années et j'avais toujours eu l'intention d'y retourner. Lily n'avait jamais vu un vignoble en activité ni un champ de fleurs sauvages, et je me suis dit que ça valait la peine de réparer ça. Nous sommes partis tôt jeudi matin. Lily dormait sur la banquette arrière, son lapin en peluche calé sous son menton. L'autoroute s'ouvrait devant nous dans la lumière grise de l'aube. J'ai roulé avec la vitre entrouverte et la radio basse, laissant la ville s'éloigner derrière nous. Quand le soleil s'est vraiment levé, nous étions déjà passés les banlieues et dans la campagne ouverte, le ciel immense et pâle au-dessus des collines couvertes de cèdres. Lily s'est réveillée quelque part près de Dripping Springs, s'est assise, a regardé par la fenêtre le paysage défilant et a dit « Ce sont de vraies vaches. » De très vraies vaches, ai-je confirmé. Est-ce qu'elles savent qu'on les regarde? Probablement pas. Elle a semblé satisfaite de ça et a commencé à raconter tout ce qu'elle voyait pendant les 40 kilomètres suivants. L'auberge était petite, 8 chambres, un porche avec des chaises à bascule, un chat nommé Hank qui traitait chaque client comme un léger inconvénient. Lily a immédiatement adoré Hank et a passé la majeure partie du jeudi après-midi à le suivre sur la propriété pendant qu'il affichait une indifférence totale à son existence. Je me suis assis sur le porche avec une tasse de café, la regardant, sentant quelque chose en moi se détendre lentement. Nous avons parcouru la rue principale de Fredericksburg cet après-midi-là, avons visité une boulangerie allemande où Lily a choisi un cookie de la taille de son visage, avons fouillé un magasin d'antiquités où elle a déclaré que tout était vieux et bizarre. Nous sommes assis près du ruisseau en fin d'après-midi au soleil, lançant de petits cailloux dans l'eau et regardant les ondulations se propager. Au dîner ce soir-là dans un petit restaurant de barbecue texan avec des chaises dépareillées et des serviettes en papier sur la table, Lily a mangé la moitié d'une assiette de brisket et a déclaré que c'était presque aussi bon que le tien, papa. Un grand éloge de la part d'une enfant de 6 ans. Je l'ai accepté. Cette nuit-là, après qu'elle se soit endormie, enroulée autour d'un lapin, je me suis assis dehors sur le petit balcon de notre chambre et j'ai laissé le calme s'installer autour de moi. Pas de bruit de la ville, pas de téléphone qui vibre, juste le Hill Country sombre et les étoiles éparpillées au-dessus en ombre que l'on ne voit jamais à Austin. J'ai pensé à la consultation de mardi. Mon avocate, une femme méthodique nommée Janet Reeves, qui avait l'énergie calme de quelqu'un qui avait entendu toutes les versions de cette histoire et n'était ébranlé par aucune d'entre elles, avait tout écouté, la chronologie, les photos, les images de Boyd, ce que Lily m'avait dit au dîner. Elle avait pris des notes sans réagir, et quand j'ai eu fini, elle avait levé les yeux et dit « Vous avez déjà fait le plus dur. Maintenant, laissez-moi faire le mien. » Elle allait documenter la durée de l'affaire et l'incident avec Lily. Elle a signalé ce dernier comme potentiellement significatif dans toute discussion de garde. Non pas pour l'utiliser comme une arme, a-t-elle précisé, mais parce que les tribunaux prenaient au sérieux la question du jugement lorsque des enfants étaient impliqués. La décision d'Agnès d'impliquer Lily dans sa tromperie allait la suivre. Je n'avais pas appelé Agnès depuis lundi. Elle avait envoyé plusieurs SMS, certains suppliants, d'autres frôlant l'accusation. Un message à 2 heures du matin que j'ai lu et auquel je n'ai pas répondu. Elle avait également, selon la parajuriste de Janet, qui avait fait une vérification rapide, déjà consulté son propre avocat, agissant rapidement, ce qui me disait qu'elle était plus inquiète du résultat qu'elle ne l'avait laissé paraître. Bien. J'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai pensé à l'entreprise que je n'avais jamais lancée parce qu'Agnès avait passé des années à me dire que je n'étais pas fait pour ça, que j'étais un homme d'entretien, pas un bâtisseur. Que certains hommes restaient simplement dans leur couloir. Assis sur ce balcon dans l'obscurité avec ma fille respirant doucement à l'intérieur et le Hill Country s'étendant dans toutes les directions. J'ai pris une décision. Quand ce serait fini, les avocats, la paperasse, tout le processus épuisant, j'allais lancer le studio. Non pas pour prouver quoi que ce soit à Agnès. Elle n'était plus la raison pour laquelle je construisais quelque chose. J'allais le faire parce que c'était à moi et qu'il était temps et que personne n'allait me faire changer d'avis à nouveau. Lily est apparue dans l'embrasure de la porte en pyjama, traînant le lapin par une oreille. « Papa,
je n'arrive pas à dormir. Je peux m'asseoir avec toi. J'ai poussé la deuxième chaise vers elle. Viens ici. Elle est montée, a replié ses pieds sous elle et a levé les yeux vers le ciel. Il y a tellement d'étoiles. Oui, ai-je acquiescé. Il y en a vraiment. Nous sommes restés assis ensemble dans l'obscurité un moment. Ma fille et moi. Et pour la première fois depuis ce jardin à Terrytown, je n'avais pas l'impression d'être un homme dont le sol s'effondrait sous lui. J'avais l'impression d'être un homme qui découvrait où il voulait se tenir. J'ai trouvé Marshall Hardwick un mardi. Ce n'était pas difficile. Agnès avait laissé échapper son nom et les images de sécurité de Boyd m'avaient donné un aperçu suffisamment clair de son visage pour que j'aie pu le confirmer sur LinkedIn en moins de 20 minutes après m'être assis devant mon ordinateur portable. Directeur de la stratégie de marque chez Apex Creative Partners au centre-ville d'Austin. À 3 pâtés de maison de Crestline Media. Photos de profil soigné. Beaucoup de recommandations. Le genre d'homme qui avait dépensé une énergie considérable pour s'assurer que le monde sache qu'il était impressionnant. Je ne cherchais pas la confrontation. Ce n'est pas ma façon de faire. Mais j'ai décidé quelque part entre Fredericksburg et la maison que je n'allais pas laisser cet homme rester une abstraction, un nom dans les images de Boyd, une silhouette dans un jardin. J'avais besoin de le regarder, de dire ce que j'avais à dire, puis de m'éloigner la tête haute. Je me suis garé dans le parking public adjacent au bâtiment d'Apex Creative un mardi après-midi, et j'ai attendu. Je savais, d'après l'ancien calendrier d'Agnès, toujours synchronisé avec le compte familial qu'elle avait oublié de déconnecter, que Marshall avait un déjeuner client qui durait jusqu'à 14h la plupart des mardis. À 14h17, il est entré par la porte du hall seul, téléphone à la main, veste sur un bras, se déplaçant avec la confiance détendue d'un homme qui n'avait jamais eu à rendre des comptes pour grand-chose. Je suis sorti de l'ombre d'un pilier de soutien alors qu'il passait. Marshall Hardwick. Il s'est retourné, m'a examiné. Quelque chose a bougé derrière ses yeux. Une reconnaissance peut-être, ou l'instinct d'un homme qui sait qu'il a été pris en flagrant délit et qui a répété ce moment dans le fond de son esprit. Evan Holland, ai-je dit. Le mari d'Agnès. Il s'est légèrement redressé, ajustant sa veste sur son bras. Écoutez, a-t-il commencé. Son ton était calibré, semblant raisonnable, voire compatissant. Je sais que cette situation est. Je ne suis pas ici pour me battre avec vous. J'ai gardé ma voix égale, les mains dans les poches. Je veux juste que vous entendiez quelque chose de ma part directement, face à face, parce que je pense que vous devriez savoir à quel genre d'homme vous avez affaire. Il a attendu, la mâchoire serrée. Vous avez passé 10 mois avec ma femme. Vous vous êtes assis en face d'elle au Boyd's Café 6 fois que je sache, probablement plus que je ne sache pas. Vous étiez dans un parc avec ma fille de 6 ans à qui on a demandé de garder des secrets de son père à cause de vous. J'ai fait une pause, laissant cela planer entre nous. J'ai des preuves pour la plupart. Mon avocat a le reste. Donc, quelle que soit la version de cette histoire que vous vous êtes racontée, qu'elle était occasionnelle, que personne n'était vraiment blessé, qu'Agnès était malheureuse et que vous ne faisiez que combler un vide. Je dois vous dire que cette version est terminée. Elle n'existe plus. Le sang-froid de Marshall avait développé une petite mais visible fissure sur les bords. Il ne parlait toujours pas, vous ne me devez pas de remords, ai-je poursuivi. Je ne le demande pas et je ne le croirais pas si vous le proposiez. Ce que je vous dis, c'est que je vous vois clairement et, plus important encore, mon avocate vous voit clairement. Donc, si Agnès décide de raconter une histoire sur notre mariage qui essaie de me faire passer pour la raison de tout cela, comprenez que tout ce que je viens de décrire se trouve dans un dossier au bureau de Janet Reeves, prêt à être utilisé dès que nécessaire. J'ai maintenu son regard un instant de plus. C'est tout ce que j'étais venu dire. Je me suis retourné et j'ai marché vers l'ascenseur sans attendre de réponse. Derrière moi, je l'ai entendu commencer à dire quelque chose, puis s'arrêter. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Je suis entré et je me suis retourné. Il était toujours au même endroit, me regardant. J'ai laissé les portes se fermer. En descendant, j'ai remarqué que mes mains étaient complètement stables. Pas de tremblement, pas de chute d'adrénaline, juste le sentiment calme d'avoir dit exactement ce qu'il fallait dire à la bonne personne de la bonne manière. Certains moments vous coûtent quelque chose. Celui-ci m'a redonné quelque chose. Agnès a appelé ce soir-là. 3 fois en 20 minutes. J'ai décroché à la 3e. Tu es allé le voir?
Sa voix était tendue. Une colère contenue superposée à ce qui ressemblait à de la panique. S'efforçant de rester sous la surface. Tu n'en avais pas le droit. J'avais tout à fait le droit, ai-je répondu calmement. Je lui ai parlé dans un lieu public. Je ne l'ai pas menacé. J'ai énoncé des faits. Si cela te met mal à l'aise, Agnès, je te demanderai de réfléchir à pourquoi. Silence. Alors, ça va tout rendre plus difficile. Tu as tout rendu plus difficile, ai-je dit sans colère. Je ne fais que réagir à ce que tu as construit. Elle a raccroché. J'ai posé le téléphone sur le comptoir et je suis allé voir Lily, qui était dans sa chambre en train de construire un fort élaboré avec des coussins de canapé et des draps de lit, ce qui nécessitait apparemment une consultation structurelle urgente de la part de son père. J'ai passé les 20 minutes suivantes à être un consultant structurel. Ce furent les 20 meilleures minutes de ma semaine. La femme s'appelait Sophia Hope, et je l'ai rencontrée dans la pire des versions de l'humiliation professionnelle possible. Mon ordinateur portable de travail avait choisi le lundi après mon retour de Fredericksburg pour simuler une panne système complète. Disque de démarrage corrompu. 3 ans de fichiers de projet potentiellement perdus. Le genre de désastre technique qui aurait été catastrophique si je n'avais pas été un analyste système qui sauvegardait tout compulsivement. Pourtant, le processus de récupération nécessitait un logiciel spécifique que je n'avais pas sous licence. Et le service informatique du bureau satellite de Meridian Corporation à Austin, avec ce jour-là une seule personne, ne l'avait pas non plus. Cette personne était Sophia Hope, 36 ans, qui avait apparemment été transférée du bureau de Denver 2 mois auparavant et que je n'avais pas rencontré jusqu'à ce que j'entre dans le bureau d'aide informatique, l'air d'un homme qui n'avait pas dormi correctement depuis 2 semaines. Vous avez le regard vide de quelqu'un dont le réseau de disques vient de tomber en panne, a-t-elle dit en levant les yeux de son moniteur. Corruption du disque de démarrage proche. J'ai besoin d'une copie sous licence de Data Rescue Pro et probablement environ 4 heures. Elle a incliné la tête, m'étudiant avec l'évaluation calme de quelqu'un qui comprenait réellement ce que je venais de dire à propos de la licence. Approchez une chaise. Nous avons travaillé ensemble. Elle a exécuté le logiciel de récupération pendant que je cartographiais la structure des partitions de mémoire et ce qui aurait dû être un désastre de 4 heures a été résolu en moins de 2. Elle savait ce qu'elle faisait. Plus que cela, elle travaillait comme je travaillais, calmement, efficacement, sans commentaires inutiles ni ce genre de travail performatif qui passait pour de la compétence dans la plupart des services informatiques d'entreprise. Quand ce fut terminé, elle m'a tendu un rapport de récupération imprimé et a dit « Un café ? Vous avez l'air d'en avoir besoin. » Et honnêtement, je suis ici depuis 6 heures et je suis morte de faim. Nous sommes allés au petit café au rez-de-chaussée. Elle a commandé un café noir. J'ai commandé le même. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre à une table de coin et avons parlé pendant 40 minutes. Elle n'a pas posé de questions sur ma vie personnelle. Je ne l'ai pas proposé. Nous avons parlé de travail. Le genre particulier d'héroïsme invisible qui définissait le support informatique. La façon dont personne ne remarquait l'infrastructure tant qu'elle ne tombait pas en panne. La frustration spécifique d'être la personne qui empêchait les catastrophes dont personne n'entendait jamais parler. Elle était drôle d'une manière sèche et économique. Le genre d'humour qui arrivait sans fanfare et atterrissait proprement. À un moment donné, elle a dit « Vous êtes bon à ça. Les diagnostics, la façon dont vous avez cartographié cette partition, ce n'est pas de l'informatique d'entreprise standard. Vous avez fait du travail indépendant, ou vous avez l'intention d'en faire. » J'y ai pensé, ai-je admis. J'ai pensé à lancer un studio, développement web freelance, axé sur les petites entreprises, clients locaux qui ne peuvent pas se permettre les grandes agences. Elle a haussé un sourcil. Qu'est-ce qui vous en empêche ? La réponse honnête était, quelqu'un a passé des années à me dire que je n'étais pas fait pour ça. Ce que j'ai dit était, le timing. Je traverse des choses dans ma vie en ce moment. Sophia a hoché la tête. Pas d'indiscrétion. Pas de manifestation de préoccupation. Juste l'acceptation de la réponse telle qu'elle. Le timing finit généralement par s'arranger quand on arrête d'attendre la permission de bouger. Elle a fini son café et s'est levée pour ranger ses affaires. Pour ce que ça vaut, la façon dont vous avez abordé cette récupération aujourd'hui. Méthodique, calme, pas de mouvement inutile. C'est exactement comme ça qu'on gère une entreprise. Vous avez déjà les compétences. Il ne vous manque que l'enseigne sur la porte.
Elle l'a dit comme elle aurait fait une observation technique. Pas de flatterie, pas d'encouragement destiné à me faire me sentir mieux. Juste une évaluation de quelqu'un qui avait examiné les preuves et tiré une conclusion. Je l'ai regardé retourner vers l'ascenseur et j'ai pensé à la dernière fois que quelqu'un m'avait parlé de mes propres capacités sans une pointe de condescendance à travers chaque mot. J'ai dû remonter loin pour la trouver, plus loin que je ne voulais l'admettre. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à construire le plan d'affaires que j'avais esquissé 2 fois et abandonné 2 fois. Cette fois, je ne l'ai pas fermé. J'ai travaillé jusqu'à minuit, puis je l'ai passé en revue, décrivant la structure, les offres de services, les niveaux de prix, le profil client cible, les coûts de démarrage, une projection de 6 mois. Les chiffres étaient solides. Le plan était solide. Il avait toujours été solide. Il avait juste eu besoin que quelqu'un cesse de le doucher d'eau froide assez longtemps pour que je puisse le voir clairement. Agnès a envoyé un SMS à 23h15. Pouvons-nous s'il vous plaît parler de l'emploi du temps de Lily pour la semaine prochaine? J'ai répondu, demande à ton avocat de contacter Janet Reeves. C'est la procédure maintenant. Puis je suis retourné au plan d'affaires et j'ai continué à travailler. Le divorce a été prononcé un jeudi matin de novembre, 4 mois après la fête à Terrytown. Janet Reeves avait fait exactement ce qu'elle avait promis. La chronologie documentée, 10 mois, pas 4, combinée à la décision d'Agnès d'impliquer Lily dans sa tromperie, avait façonné le résultat d'une manière qu'Agnès n'avait pas été en mesure de contrer pleinement. Agnès a eu la garde de Lily tous les 2 week-ends, supervisée initialement chez sa sœur Donna pendant que le tribunal évaluait son jugement. J'ai eu la garde principale. La maison est restée la mienne. Les dépenses secrètes d'Agnès, 2 séjours à l'hôtel et une série de frais de restaurant qu'elle avait dissimulés sur un compte de carte de crédit partagé, ont été prises en compte dans le partage du règlement. Agnès avait tenté une dernière poussée 2 semaines avant l'audience. Elle s'était présentée sans préavis un dimanche après-midi pendant que Lily faisait la sieste, debout sur le porche, sans maquillage et avec un air de vulnérabilité brute répété qui aurait pu marcher sur moi il y a 2 ans. « J'ai besoin que tu m'écoutes, dit-elle. Non pas comme la cliente de votre avocate, mais comme votre femme, ancienne femme, ai-je rétorqué, appuyé contre l'encadrement de la porte. Son expression vacilla. Evan, nous avons construit quelque chose de réel. Lily a besoin de sa famille unie. Lily a besoin de parents stables qui ne lui demandent pas de garder des secrets, ai-je dit calmement. Elle en a un. Je m'assure que cela suffise. Le sang-froid d'Agnès s'est effrité, et ce qui a transpercé n'était pas de la tristesse, mais de la frustration. La frustration d'une femme qui s'attendait à un résultat différent et ne comprenait pas pourquoi ses outils habituels ne fonctionnaient pas. Tu n'as jamais été vraiment présent, a-t-elle dit, sa voix s'aiguisant. Même avant tout cela, tu étais toujours à moitié ailleurs. Je l'ai regardé un long moment. J'étais présent chaque matin. J'ai préparé le petit déjeuner de Lily. Chaque soir, je lui lisais une histoire pour qu'elle s'endorme. Chaque week-end, j'étais ici pendant que tu construisais quelque chose à côté. Je me suis détaché de l'encadrement de la porte et je me suis redressé. Si ce n'est pas être présent, Agnès, je ne sais pas quel mot tu utilises. Elle est partie sans un mot de plus. J'ai fermé la porte, suis resté dans le couloir un instant, puis je suis allé voir Lily. Le jeudi où les papiers ont été signés. J'ai conduit directement du bureau de Janet à un petit espace commercial sur South Lamar que j'observais depuis 2 mois. Un ancien studio de conception graphique, au rez-de-chaussée, bonne lumière naturelle, loyer mensuel que je pouvais couvrir avec 2 solides clients freelance. Le propriétaire m'y a rencontré à midi. J'ai signé un bail avant même d'avoir déjeuné. J'ai appelé Curtis depuis le parking. C'est fait. Je lui ai dit, les 2. Une pause, puis, lequel te fait te sentir mieux? J'y ai réfléchi. Honnêtement, à peu près la même chose. Il a ri. Court et authentique. J'apporterai de la bière ce soir. Le studio n'avait pas encore de nom quand j'ai signé le bail. J'ai passé 3 soirs par semaine à explorer des options, remplissant des pages de carnet de combinaisons qui sonnaient soit trop corporatives, soit trop mignonnes. Le 4e soir, Lily est entrée dans la cuisine pendant que je fixais mon carnet et a demandé ce que je faisais. J'essaie de nommer ma nouvelle entreprise, lui ai-je dit. Elle y a réfléchi avec le sérieux qu'elle appliquait à la plupart des choses. Qu'est-ce qu'elle fait? Je crée des sites web pour les gens qui en ont besoin. Une autre pause.
Appelle-le et les sites web de papa. Je l'ai noté. Puis j'ai noté le vrai nom, Holland Web Studio, et je l'ai entouré 2 fois. Propre, direct, à moi. J'ai eu mes 2 premiers clients dans les 3 semaines suivant l'ouverture. Tous 2 recommandés par Boyd, qui avait apparemment raconté aux clients ma situation et mes projets, avec cette façon directe et spontanée qu'il avait de défendre les gens qu'il aimait. Une boulangerie locale avait besoin d'une refonte complète de son site. Un cabinet d'avocats avait besoin d'une refonte de son système de réservation. Aucun de ces projets n'était glamour. Les 2 payaient à temps. Agnès, à son crédit, s'est présentée à ses visites prévues avec Lily sans drame. Quoi qu'il se soit passé entre elle et Marshall, Hardwick avait apparemment suivi son cours naturel. Curtis a mentionné en passant qu'il avait entendu par un contact mutuel que Marshall était passé à quelqu'un d'autre en moins de 6 semaines. Je n'ai ressenti aucune satisfaction à cela. Ce que j'ai ressenti était une sorte de reconnaissance lointaine, la confirmation de quelque chose que j'avais déjà compris. Lily, quant à elle, s'adaptait avec la résilience d'une enfant qui avait reçu des réponses honnêtes, adaptées à son âge, et un père constant et stable au centre de sa vie quotidienne. Elle posait parfois des questions sur les raisons pour lesquelles maman et papa ne vivaient pas ensemble, si cela changerait un jour, et j'y répondais aussi honnêtement que possible sans la surcharger d'un poids qu'elle n'avait pas besoin de porter. Un soir de début décembre, environ 8 semaines après le divorce. Je travaillais tard au studio quand Sophia est passée. Elle m'avait envoyé un SMS plus tôt pour dire qu'elle était dans le quartier et si je voulais un café. J'avais dit oui sans trop réfléchir. Elle est entrée, a regardé l'espace, les 2 moniteurs, le tableau blanc couvert de diagrammes d'architecture de site, la photo encadrée de Lily sur le coin du bureau, et a dit « Vous l'avez vraiment fait. Je vous avais dit que j'allais le faire. » Elle m'a tendu un café et s'est assise sur le fauteuil client en face du bureau, regardant le tableau blanc. Comment ça se passe? 2 clients, les 2 satisfaits, les 2 payants. C'est un début. Sophia a hoché la tête. Le début de tout. Tout le reste n'est que la suite du début. Nous avons parlé pendant 1 heure du travail, de l'industrie, d'un projet d'infrastructure frustrant qu'elle gérait chez Meridian et sur lequel j'avais des réflexions que j'ai partagées librement. C'était facile, de la même manière qu'une bonne conversation est facile. Pas de chichi, pas de sous-entendu, personne ne gérant les attentes de l'autre. Quand elle est partie, je me suis assis dans le studio silencieux un moment, regardant le tableau blanc. Puis j'ai regardé la photo de Lily, puis le contrat de location encadré au mur, parce que je l'avais encadré sur la suggestion de Curtis, et je ne regrettais pas entièrement la décision. J'avais encore beaucoup à construire, mais je le construisais. Et cela, après tout, me semblait exactement suffisant. 8 mois après le divorce, un samedi d'août de la fin du printemps, j'ai emmené Lily à Zilker Park. C'était l'une de ces matinées d'Austin qui vous font oublier les étés. Vent léger, ciel bleu, le genre de journée qui attire la moitié de la ville dehors. Lily avait son cerf-volant, un dragon rouge et jaune qu'elle avait eu pour son anniversaire, et qu'elle avait fait pression pour faire voler pendant 3 semaines d'affilée. Nous avons trouvé une bonne étendue d'herbe dégagée, loin des chemins principaux, et j'ai passé 20 minutes à courir avec elle jusqu'à ce que le dragon attrape le vent et monte. Elle m'a donné la ficelle une fois qu'il était stable et est restée à côté de moi à le regarder. Sa tête penchée en arrière, plissant les yeux contre le soleil. Je l'ai regardé le regarder et j'ai ressenti quelque chose dans ma poitrine pour lequel je n'avais pas de mots. Pas exactement du bonheur, plutôt une justesse, comme être au bon endroit au bon moment, faire la bonne chose. Holland Web Studio avait acquis 2 clients supplémentaires le mois dernier, tous 2 par des recommandations organiques. J'avais également décroché un petit contrat de retenue avec un groupe de restaurants local qui voulait une maintenance continue sur 3 sites. Les revenus ne remplaçaient pas encore mon salaire de Meridian, mais cela allait dans la bonne direction, et j'avais calculé un chemin réaliste de 18 mois vers une indépendance totale. J'étais toujours à Meridian à temps partiel pendant que le studio trouvait ses marques, un choix délibéré, non dicté par la peur. Il y avait une différence, et je savais laquelle c'était. Lily a tiré sur la corde du cerf-volant et le dragon a plongé, puis a remonté. Elle a ri. J'ai entendu des pas dans l'herbe derrière moi et me suis retourné à moitié, m'attendant à un jogger ou à un chien sans laisse. Ce n'était ni l'un ni l'autre. C'était Marshall Hardwick. Il avait l'air différent de dans le parking, moins posé, moins soigné. Il était en tenue de week-end, et quelque chose dans son visage avait changé depuis la dernière fois que je l'avais vu. Il s'est arrêté à environ 2 mètres, les mains dans les poches,
et m'a regardé avec une expression qui essayait d'être décontractée et n'y parvenait pas tout à fait. Evan, il a hoché la tête. Je me doutais que je finirais par vous croiser ici. Agnès a mentionné que vous veniez ici avec votre fille. Je l'ai regardé sans expression. Marshall. Il a raclé sa gorge. Je sais que c'est étrange. Il s'est arrêté, a recommencé. Agnès et moi ne sommes plus ensemble. Ça fait un moment. Et honnêtement, la façon dont les choses se sont passées ces derniers mois, il a fait une pause, se frottant la nuque. Elle a été différente, difficile. Je ne peux plus dire si ce qu'elle dit à propos de n'importe quelle situation est réellement ce qui se passe ou si c'est sa version de ce qui se passe, ce qui sont deux choses différentes. Elle m'a dit des choses sur vous, sur votre mariage. Que j'ai prises pour argent comptant, et je commence à penser que je n'aurais pas dû. Il l'a dit avec l'air incertain d'un homme qui était arrivé à une conclusion inconfortable et ne savait pas trop quoi en faire. Je l'ai regardé un instant. Puis j'ai dit, laissez-moi vous demander quelque chose, Marshall. Quand vous avez rencontré Agnès, qu'est-ce qu'elle vous a dit sur la raison pour laquelle son mariage ne fonctionnait pas? Il a cligné des yeux. Elle a dit que vous étiez distant. Déconnecté. Qu'elle essayait de vous atteindre depuis des années. Et vous avez cru cela? Oui. Donc, vous pensiez, dis-je, ma voix égale et posée, qu'une femme prête à tromper son mari pendant 10 mois. À utiliser sa fille de 6 ans comme couverture et à demander à cette même fille de mentir à son père, vous pensiez qu'une femme capable de tout cela vous donnait un compte rendu honnête de son mariage? Marshall me fixa. Elle n'a pas changé, Marshall, elle a juste redirigé. Je me suis retourné vers Lily et le cerf-volant. Si elle vous fait ce qu'elle m'a fait, vous connaissez déjà la réponse. Vous êtes juste venu ici en espérant que je vous dise quelque chose de différent. Un long silence. Le vent souffla dans l'herbe entre nous. Oui, dit-il finalement doucement. Je suppose que oui. Je n'ai pas répondu à cela. Il n'y avait plus rien d'utile à dire. Après un moment, j'ai entendu ses pas s'éloigner dans l'herbe, devenant plus discret, puis parti. Lily m'a regardé. Qui c'était? Personne d'important, lui ai-je dit. Elle a accepté cela, s'est retournée vers le cerf-volant et m'a de nouveau tendu la ficelle. Ton tour de courir avec, papa. J'ai pris la ficelle, j'ai commencé à courir, et j'ai senti le dragon tirer fort contre le vent et monter.